Lorsque les premières lignes allemandes s'enfoncèrent dans les plaines de l'Est au cours de l'été 1941, personne dans les états-majors ne s'attendait à ce que la confiance quasi absolue de la Wehrmacht se fracture en quelques jours seulement. Pourtant, dès les premiers affrontements sérieux, un choc retentissant secoua tout le front. À peine les unités blindées allemandes avaient-elles franchi les routes poussiéreuses menant vers Moscou que des silhouettes soviétiques d'un type entièrement nouveau surgirent à travers la fumée. Ces machines, couvertes d'un blindage incliné et animées d'une mobilité surprenante, réussirent à absorber les obus allemands avec une facilité déconcertante. Pour la première fois depuis le début de la guerre, les équipages allemands se retrouvèrent face à un adversaire qui ne reculait pas sous leur feu et qui, pire encore, avançait sous les impacts comme si les obus n'avaient été que des projectiles inoffensifs. Le T-34, jusque-là presque inconnu des services de renseignement allemands, força les commandants à réévaluer instantanément toute leur conception de la guerre mécanisée. Les rapports revenant du front mentionnaient des obus de 37 mm rebondissant littéralement sur le blindage frontal, tandis que les pièces de 50 mm, pourtant considérées comme satisfaisantes en Europe occidentale, montraient une inefficacité humiliante contre les nouvelles machines soviétiques. Les équipages tentaient parfois des tirs à bout portant, d'autres fois, ils utilisaient des armes improvisées, mais rien ne semblait pouvoir réduire la puissance brute du blindage incliné soviétique. Même les Panzer III et Panzer IV, qui formaient le cœur de la force blindée allemande, peinaient à rivaliser tant la supériorité mécanique du T-34 redéfinissait les normes du champ de bataille. Au sein du haut commandement, la situation devint rapidement critique. La progression rapide vers Moscou avait étiré les lignes allemandes au-delà du raisonnable. Les formations blindées se retrouvaient parfois isolées, privées de soutien efficace contre ces nouveaux engins qui n'avaient rien de comparable avec les chars affrontés en France ou dans les Balkans. Les officiers rapportaient que les unités soviétiques lançaient des contre-attaques soudaines en profitant de la résistance spectaculaire de leurs chars. Les colonnes allemandes, habituées à imposer leur propre rythme aux opérations, découvraient qu'elles affrontaient désormais un ennemi capable de stopper net leur momentum. Il devint clair qu'une solution anti-char entièrement nouvelle devait être conçue sans délai. Toutefois, l'industrie allemande se trouvait déjà sous tension. Les ressources en acier, en main-d'œuvre qualifiée et en capacité de production étaient dispersées entre plusieurs programmes prioritaires. Imaginer un nouveau véhicule à partir de zéro semblait irréaliste. Les responsables durent donc chercher une alternative immédiate, fondée sur des éléments existants, afin de compenser l'incapacité des armes déjà engagées. Malgré l'opposition farouche du général Heinz Guderian, qui estimait qu'il fallait à tout prix concentrer les moyens sur le Panzer IV et non lancer un projet parallèle, la décision tomba. Le châssis du Panzer IV serait utilisé comme base d'un nouvel engin destiné exclusivement à la destruction de chars. Ce choix, dicté par la nécessité plutôt que par une vision doctrinale, reflétait l'urgence absolue dans laquelle l'Allemagne se trouvait. Le Panzer IV avait déjà montré qu'il pouvait servir de plateforme robuste et adaptable, notamment lorsqu'il avait été transformé en canon d'assaut dans les versions précédentes. Il fallait maintenant transformer ce châssis en un véhicule radicalement différent, conçu pour affronter frontalement le blindage soviétique. On réduisit la silhouette, on renforça la protection frontale avec des plaques inclinées, et surtout, on décida d'intégrer un canon de 7,5 mm suffisamment puissant pour percer les T-34 à distance de combat réelle. Chaque décision technique se prenait dans une tension permanente, car la pression du front augmentait à mesure que les soviétiques multipliaient les engagements. Lorsque les premiers prototypes prirent forme dans les usines allemandes, personne ne pouvait prévoir si ce nouveau véhicule, issu de compromis forcés et d'un calendrier infernal, parviendrait à inverser une situation qui menaçait à tout moment de rompre l'élan allemand sur l'ensemble du front oriental. Le destin du futur Jagdpanzer IV venait de naître dans la nécessité la plus brutale, et le champ de bataille n'allait pas tarder à décider de sa valeur réelle. Lorsque les premiers exemplaires expérimentaux commencèrent à quitter les ateliers, une atmosphère de tension régnait parmi les ingénieurs chargés d'accélérer chaque étape de la mise au point. Le front oriental évoluait trop vite pour laisser place à des essais prolongés, et pourtant, il était indispensable de vérifier la cohérence entre le châssis du Panzer IV
et le nouveau canon anti-char choisi pour cette tâche urgente. Le choix du 7,5 mm L48, dérivé du Pak 39, reflétait un compromis entre puissance, disponibilité et capacité d'intégration sur une plateforme déjà existante. Ce canon, déjà redouté sous sa forme tractée, promettait une pénétration suffisante pour inquiéter les blindés soviétiques à des distances où les équipages allemands n'avaient jusqu'alors que peu d'espoir de succès. L'une des priorités essentielles consistait à repenser complètement la disposition du front du véhicule. Les concepteurs optèrent pour une superstructure abaissée et inclinée, destinée à maximiser la déviation des obus adverses. Cette architecture transformait radicalement la silhouette du véhicule, qui prenait désormais l'apparence d'un coin d'acier conçu pour avancer en brisant la ligne de visée ennemie. L'ajout de plaques frontales atteignant progressivement 80 mm d'épaisseur créait une protection équivalente à un blindage bien supérieur lorsque l'impact survenait sous l'angle prévu. Cette réussite technique permettait d'offrir à l'équipage un sursis précieux lors des échanges de tirs contre des adversaires qui ne se laissaient jamais intimider. La question de la mobilité constituait un autre enjeu majeur. Le châssis du Panzer IV ne brillait pas par des performances spectaculaires, mais il avait acquis la réputation d'être fiable, simple à entretenir et suffisamment robuste pour supporter un ensemble plus lourd que celui pour lequel il avait été conçu initialement. Les mécaniciens, conscients des limites de la suspension et de la transmission, multiplièrent les ajustements afin de compenser l'augmentation de masse sans compromettre la réactivité du véhicule sur les terrains irréguliers de l'Est. Chaque amélioration visait à garantir que le futur chasseur de chars puisse accompagner les unités mécanisées sans ralentir les opérations. Au-delà des considérations techniques, la question stratégique restait omniprésente. Les états-majors attendaient un véhicule capable non seulement de stopper les T-34, mais aussi d'offrir une solution qui ne nécessitait pas un redéploiement massif de l'industrie. C'est précisément cette exigence qui alimentait les tensions avec Heinz Guderian, farouche opposant au projet. Selon lui, ajouter un nouveau modèle basé sur le Panzer IV risquait de perturber les chaînes de production déjà surchargées, alors qu'il estimait que le Sturmgeschütz III répondait mieux aux besoins immédiats. Son influence était telle que les concepteurs eux-mêmes redoutaient que le programme soit annulé avant même que le premier véhicule opérationnel ne voie le champ de bataille. Pourtant, malgré cette résistance, les essais avancèrent. Les premiers tirs de démonstration révélèrent une stabilité inattendue, le recul du canon étant absorbé efficacement par le châssis et la structure inclinée. Les observateurs notèrent que, même lors de salves rapides, le véhicule conservait une précision remarquable, un atout précieux contre des adversaires dont les approches agressives rendaient souvent tout ajustement délicat sous la pression. À mesure que les données s'accumulaient, la confiance des officiers techniques augmentait, même si chacun savait que seule l'épreuve du feu confirmerait réellement la pertinence de ce nouveau concept. L'adoption d'une version encore plus ambitieuse du canon, le 7,5 mm L70, fut envisagée pour renforcer les capacités du chasseur de chars contre des cibles lourdement protégées. Cette variante, dotée d'une vitesse initiale bien supérieure, promettait de transformer le véhicule en une menace redoutable pour presque tout char ennemi rencontré sur le front. Cependant, son intégration exigeait des adaptations supplémentaires et ne pourrait entrer en service qu'après la mise en production des premières séries armées du L-48. En décembre 1943, le prototype final fut présenté devant les plus hautes autorités, qui observèrent attentivement les performances du véhicule. La démonstration convainquit suffisamment pour lancer la production à grande échelle dès janvier 1944. Les chaînes commencèrent alors à fournir les premiers exemplaires destinés au front, tandis que les usines s'efforçaient de maintenir un rythme soutenu malgré les bombardements alliés et la pression constante sur les ressources. Les équipages sélectionnés pour recevoir ces nouveaux engins furent rapidement envoyés en formation accélérée. Leur première impression fut celle d'un véhicule inhabituel, dont la silhouette basse offrait une discrétion en position statique que peu de machines allemandes pouvaient égaler. Ils furent également frappés par la stabilité du canon et la facilité avec laquelle ils pouvaient engager des cibles à distance moyenne. Même si certains regrettaient l'absence d'une tourelle orientable, tous comprirent que ce chasseur de chars avait été conçu pour une mission parfaitement définie.
éliminer les blindés adverses avant que ceux-ci ne puissent d'agir. Lorsque les premiers Jagdpanzer IV quittèrent les ateliers pour rejoindre les unités actives, l'atmosphère était un mélange d'impatience et d'appréhension. Le front nécessitait une réponse immédiate, et chaque jour sans renfort offrait à l'adversaire l'occasion de renforcer ses positions. Pourtant, personne ne pouvait ignorer que cette machine représentait un tournant potentiel dans la capacité allemande à répondre aux défis imposés par les chars ennemis. Le moment approchait où ce nouveau chasseur de chars, né de la contrainte et de l'urgence, serait confronté directement à l'épreuve de la guerre moderne. Lorsque les premiers Jagdpanzer IV atteignirent enfin les unités opérationnelles, ils arrivèrent dans un climat où chaque véhicule supplémentaire comptait, tant les forces allemandes se trouvaient sous pression croissante. Les équipages, fraîchement formés à manœuvrer cette machine singulière, découvrirent en conditions réelles un engin capable d'exploiter la moindre dépression du terrain pour disparaître presque totalement aux yeux des observateurs adverses. Cette aptitude à se fondre dans l'environnement, renforcée par une silhouette exceptionnellement basse, modifia immédiatement la manière dont les commandants envisageaient l'emploi du chasseur de chars. Le premier théâtre où le nouveau véhicule révéla son potentiel fut l'Ouest, où les divisions blindées allemandes affrontaient des forces alliées dotées d'un matériel varié, mais en nombre croissant. Les combats en Normandie, surtout dans les secteurs où les bocages rendaient la visibilité limitée, offraient une occasion idéale pour tester le concept de tir depuis des positions soigneusement préparées. Les équipages du Jagdpanzer IV apprirent très vite à utiliser les talus, les entrées de champs et les pentes douces pour se dissimuler avant de frapper. Le canon de 7,5 mm L48, stabilisé par une structure rigide et un centre de gravité particulièrement bas, permettait des tirs précis avant que la cible ne puisse réagir. Les soldats alliés, habitués à repérer les silhouettes massives des chars traditionnels, furent surpris de faire face à des salves provenant d'un point qui semblait presque invisible. Plusieurs récits rapportent des colonnes de blindés avançant prudemment lorsque soudain un tir isolé mais parfaitement placé venait immobiliser le véhicule de tête, suivi d'un second tir visant à neutraliser celui situé à l'arrière. Cette tactique créait un piège qui immobilisait toute la formation, laissant les équipages prisonniers d'un terrain impossible à dégager rapidement. Dans de telles situations, le Jagdpanzer IV s'avérait redoutable. Sur le front de l'Est, où le terrain ouvert imposait des engagements très différents, le chasseur de chars trouva également sa place. Les vastes plaines exigeaient une approche plus flexible, car l'adversaire pouvait manœuvrer avec rapidité et surprendre les positions statiques. Les équipages allemands apprirent alors à déplacer leurs engins avec prudence, en utilisant la mobilité du châssis du Panzer IV pour se repositionner après chaque tir. Cette méthode, inspirée du principe du tir et repli, limitait les risques de contre-batterie tout en maintenant une pression constante sur les formations ennemies. Parmi les unités ayant reçu le véhicule, certaines développèrent une expertise remarquable dans l'emploi de ce nouveau matériel. Le 12e bataillon de chasseurs de chars de la 12e division blindée SS devint particulièrement réputé pour la manière dont il exploitait le potentiel du Jagdpanzer IV. Dans ses rangs combattait Rudolf Roy, un chef de pièce dont le sens de l'observation, la rapidité d'analyse et la capacité à frapper précisément transformaient chaque engagement en une démonstration de mécanique et de sang-froid. Les récits de ses interventions rapportent des manœuvres où il attendait patiemment qu'une colonne ennemie s'aligne avant de délivrer plusieurs tirs parfaitement ajustés, créant une confusion brutale parmi ses adversaires. Les combats dans les Ardennes offrirent également au Jagdpanzer IV un terrain où il pouvait démontrer la valeur de son architecture. La densité des forêts, le relief mouvementé et les routes étroites constituaient un environnement où la discrétion avait plus de valeur que la puissance brute. Dans cette gigantesque contre-offensive, lancée en décembre 1944, les chasseurs de chars furent déployés pour soutenir les percées initiales. Plusieurs engagements virent des Jagdpanzer IV surgir d'un couvert boisé, tirer un coup décisif, puis disparaître avant que les unités américaines ne puissent orienter leur artillerie ou leurs blindés pour répondre. Les équipages évoquaient souvent la sensation particulière de travailler dans un véhicule dont la mission reposait entièrement sur la précision et la maîtrise du terrain. Contrairement aux chars classiques, conçus pour combiner mobilité, blindage et capacité d'assaut, le Jagdpanzer IV imposait une discipline tactique stricte.
Sa puissance reposait sur l'anticipation, l'étude des axes ennemis et la capacité à rester immobile jusqu'au moment où la cible se présentait exactement dans la zone idéale de pénétration. Cette méthode exigeait une coordination subtile entre tireurs, chefs de pièce et conducteurs, chacun devant maintenir un calme absolu malgré le vacarme des tirs ennemis qui entouraient parfois leur position. Cependant, malgré son efficacité évidente, le véhicule révélait certaines limites structurelles. Son canon fixe, elle empêchait d'engager facilement des cibles se déplaçant rapidement sur les flancs, ce qui obligeait parfois le conducteur à repositionner tout le châssis pour ajuster la ligne de tir. Cette contrainte, inhérente au concept même du chasseur de chars, n'empêchait pas le véhicule de remplir son rôle, mais demandait un niveau de synchronisation que tous les équipages ne possédaient pas. Ceux qui maîtrisaient cette particularité en faisaient un atout, transformant la machine en une plateforme parfaitement stable pour des tirs très précis à moyenne distance. Dans plusieurs zones du front oriental, les Jagdpanzer IV furent engagés pour contrer des percées rapides de blindés ennemis. Les équipages racontaient des situations où, en observant attentivement les mouvements adverses, ils parvenaient à aligner leurs tirs de manière à frapper le premier véhicule d'une colonne avant d'atteindre ceux qui tentaient de se disperser. L'efficacité reposait non seulement sur la capacité de percer le blindage frontal des chars adverses, mais aussi sur la possibilité d'enchaîner les tirs sans que la machine perde sa stabilité. Les combats successifs confirmèrent que le Jagdpanzer IV n'était ni un char traditionnel, ni un simple canon automoteur, mais un instrument spécialisé dont la valeur se révélait pleinement dans des engagements tactiques bien préparés. Sa combinaison de profil bas, de blindage incliné et de canons précis en faisait un adversaire difficile à repérer avant qu'il ne déploie sa pleine puissance. Chaque bataille où il apparaissait renforçait l'idée qu'il s'agissait d'un engin conçu pour altérer le rythme des unités mécanisées adverses et imposer un rapport de force inattendu. Lorsque la Wehrmacht commença à mesurer l'ampleur des offensives ennemies qui se rapprochaient inexorablement de ses frontières, le rôle du Jagdpanzer IV devint encore plus crucial. Les unités qui le déployaient savaient que leurs interventions, souvent décisives pour retarder les avancées adverses, n'offraient qu'un répit temporaire. Pourtant, chaque mission réussie confirmait que ce chasseur de chars n'était pas une solution improvisée, mais un élément essentiel dans la lutte pour contenir un ennemi de plus en plus déterminé. À mesure que les fronts se contractaient et que les unités allemandes tentaient de ralentir des offensives de plus en plus massives, le Jagdpanzer IV se retrouva engagé dans des circonstances où chaque engagement exigeait une adaptation immédiate. Les conditions de combat n'avaient plus rien de prévisible, car l'adversaire lançait ses attaques avec une régularité qui épuisait les équipages. Le chasseur de chars, conçu pour frapper depuis des positions soigneusement choisies, devait désormais assumer des rôles que ses concepteurs n'avaient jamais envisagés. Au cœur de ces transformations forcées, ses forces et ses faiblesses se révélèrent avec une clarté impitoyable. Sur plusieurs secteurs du front oriental, les formations blindées ennemies utilisaient la vitesse et la puissance de leurs colonnes pour tenter de submerger les lignes allemandes avant que les unités anti-chars ne puissent se positionner. Dans ces moments, les commandants forçaient parfois les Jagdpanzer IV à tenir des points clés, où l'ampleur des attaques ne permettait pas de préparer des embuscades classiques. Les équipages se voyaient alors contraints d'ouvrir le feu à partir de positions trop exposées, ce qui augmentait considérablement les risques. Le canon, pourtant extrêmement précis, perdait une partie de son avantage lorsque la distance d'engagement se réduisait et que les tirs adverses provenaient de plusieurs directions simultanément. Le manque d'une tourelle capable d'effectuer un pivot rapide imposait une rigidité tactique qui devenait problématique dès que les attaques prenaient une direction inattendue. Lorsque des blindés adverses parvenaient à contourner une position ou surgissaient depuis une route secondaire, la nécessité de manœuvrer tout le châssis rendait la réponse plus lente. Les équipages racontaient cette sensation frustrante de voir un adversaire glisser hors de leur secteur de tir, alors que le mécanisme de rotation du véhicule ne pouvait suivre la vitesse de la manœuvre ennemie. Cette limitation, tolérable dans une embuscade préparée, devenait critique lorsqu'il fallait résister à des percées rapides. Dans les zones urbaines, où les combats prenaient une tournure particulièrement chaotique, le Jagdpanzer IV rencontrait des difficultés spécifiques. Son canon long offrait une puissance considérable, mais exigeait un espace de manœuvre qui pouvait manquer dans les rues étroites,
ou encombrés de décombres. Certains équipages cherchaient à se placer dans des intersections dégagées pour garantir un champ de tir suffisant, mais ces positions limitaient souvent la possibilité de repli rapide, surtout lorsque la situation évoluait brusquement. Malgré ces contraintes, plusieurs unités reconnurent que, lorsqu'ils parvenaient à trouver un alignement favorable, le chasseur de chars infligeait des pertes sévères aux blindés adverses avant que ceux-ci ne puissent riposter correctement. La fin de l'année 1944 marqua une intensification brutale des opérations. Sur des plaines balayées par le vent ou dans des forêts où chaque déplacement nécessitait une vigilance extrême, les équipages ressentaient l'usure imposée par des mois de combats continus. Le rythme opérationnel ne laissait presque aucun répit, et les mécanos devaient souvent réparer les véhicules dans des conditions sommaires, parfois à la lumière tremblante d'une lampe protégée par un manteau. Les frottements accumulés sur la transmission, les contraintes imposées aux suspensions et la répétition des tirs à haute charge mettaient la mécanique à rude épreuve, mais la robustesse structurelle héritée du Panzer IV permettait aux chasseurs de chars de rester opérationnels malgré les circonstances. Alors que les formations alliées progressaient depuis l'ouest, les Jagdpanzer IV durent occuper des positions intermédiaires destinées à retarder l'avancée ennemie. Dans ces situations, ils excellaient lorsqu'ils étaient dissimulés derrière des haies, des talus ou des zones de broussailles épaisses. Les équipages prenaient soin de choisir un angle qui maximisait la préparation de leur premier tir, car ils savaient que l'effet de surprise constituait leur atout le plus précieux. Une fois le projectile tiré, la priorité devenait la relocalisation immédiate, afin d'éviter les tirs de représailles ou les encerclements. Cette alternance entre frappe et retrait imposait un stress constant, mais montrait combien le véhicule restait redoutable lorsqu'il était employé conformément à sa doctrine des origines. Sur d'autres secteurs, les unités allemandes en repli cherchaient à créer des couloirs artificiels pour ralentir la progression des blindés ennemis. Les Jagdpanzer IV étaient placés dans des positions latérales, où ils pouvaient viser les flancs des colonnes plutôt que leur face avant, souvent mieux protégée. Cette approche demandait une coordination exemplaire entre les éclaireurs, les officiers de tir et les équipages, car le timing devait être parfait pour frapper au moment le plus vulnérable. Dans plusieurs cas, les rapports indiquèrent des destructions multiples en quelques minutes, preuve que malgré l'usure du matériel, la machine demeurait une arme imposante lorsqu'elle bénéficiait de l'environnement adéquat. Cependant, à mesure que la guerre avançait, l'Allemagne faisait face à une pénurie croissante de véhicules disponibles. Les pertes accumulées, les difficultés de transport et la désorganisation de l'industrie poussaient parfois les états-majors à employer les Jagdpanzer IV dans des rôles totalement inadaptés. Certains furent envoyés en soutien direct à l'infanterie, où l'absence de tourelles et la limitation de l'angle de tir rendaient leurs interventions compliquées. D'autres furent contraints de couvrir des retraites sur des routes ouvertes, ce qui les exposait à des tirs à longue distance venant de plusieurs directions. Ces utilisations détournées accentuaient la vulnérabilité du chasseur de chars et réduisaient son efficacité globale. Malgré ces détériorations des conditions générales, le Jagdpanzer IV resta l'une des rares machines capables de provoquer des dégâts significatifs à des adversaires plus nombreux et mieux approvisionnés. Son rôle devint progressivement celui d'un instrument de ralentissement, destiné à gagner les précieuses heures nécessaires pour permettre aux autres unités de se repositionner ou d'établir de nouvelles lignes de défense. Les équipages, conscients que chaque tir pouvait influencer la survie de leurs camarades, faisaient preuve d'une abnégation remarquable, même lorsque leurs chances de repli diminuaient. Lorsque les armées ennemies intensifièrent leur pression finale, les Jagdpanzer IV, qui restaient encore opérationnels, furent regroupés dans des divisions déjà largement éprouvées. Ces derniers combats, menés dans des paysages ravagés où la météo, le terrain et l'usure du matériel constituaient autant d'obstacles que les tirs adverses, allaient marquer la conclusion du parcours de cette machine, dont les qualités initiales subsistaient malgré un contexte où presque rien ne jouait plus en sa faveur. Au début de l'année 1945, les derniers Jagdpanzer IV, encore en état de combattre, furent intégrés dans des formations où chaque véhicule représentait une ressource rare. Les lignes allemandes se brisaient sous la pression des offensives menées simultanément depuis l'Est et l'Ouest, et il devenait impératif de ralentir l'avance adverse en utilisant chaque relief, chaque forêt et chaque village comme autant d'obstacles improvisés. Dans ce contexte désespéré,
le chasseur de chars se retrouva projeté dans des missions où son rôle stratégique dépassait largement la simple destruction de blindés ennemis. Sur le front oriental, les équipages furent confrontés à des vagues croissantes de blindés, avançant avec une détermination que rien ne semblait pouvoir freiner. Les Jagdpanzer IV se plaçaient souvent sur des crêtes ou derrière des lignes de sapins, où ils attendaient patiemment que des silhouettes adverses apparaissent dans leur secteur de tir. Lorsqu'une cible se présentait enfin, l'équipage devait agir avec une précision absolue, car chaque tir mal calculé pouvait révéler leur position et attirer une riposte immédiate. Malgré cette tension permanente, plusieurs rapports témoignent d'interventions où un seul chasseur de chars parvint à bloquer l'avance d'une unité entière en frappant les véhicules les plus exposés, ce qui provoquait un moment de confusion dans les rangs adverses. Dans les zones rurales, où les routes glacées rendaient la progression difficile, certains Jagdpanzer IV furent employés comme éléments de couverture pour protéger les colonnes en repli. Les équipages se plaçaient de manière à contrôler les intersections les plus sensibles, permettant à l'infanterie et à l'artillerie légère de se retirer avant que les blindés ennemis n'arrivent en vue. Cette utilisation, bien que risquée, démontrait une fois de plus l'importance tactique du véhicule à un moment où les unités allemandes manquaient cruellement de moyens pour tenir les positions de manière prolongée. Plus à l'ouest, les derniers combats se déroulaient dans un paysage où chaque village semblait devenir un bastion symbolique. Dans ces environnements resserrés, les Jagdpanzer IV devaient traverser des rues encombrées de débris avant d'atteindre des points d'observation offrant un angle de tir suffisant. Les équipages racontaient la difficulté de faire progresser un engin conçu pour des engagements à moyenne distance dans des labyrinthes urbains où le moindre virage pouvait révéler un canon ennemi à quelques mètres seulement. Malgré ces contraintes, plusieurs unités réussirent à placer des tirs décisifs depuis des positions proches de bâtiments effondrés, utilisant les ruines comme camouflage improvisé. Lorsque les divisions blindées allemandes commencèrent à manquer de carburant, de munitions et même de personnel pour maintenir les machines opérationnelles, les Jagdpanzer IV furent regroupés afin de créer des noyaux de résistance destinés à freiner les percées les plus dangereuses. Les équipages prenaient alors des risques considérables, sachant que leurs chances de retraite s'amenuisaient à mesure que les couloirs logistiques s'effondraient. Certains témoignages décrivent des situations où les chefs de pièce ordonnaient des tirs à très longue distance, en espérant endommager au moins un char adverse avant de devoir abandonner la position sous la menace des encerclements. Dans plusieurs régions, les Jagdpanzer IV furent également utilisés pour couvrir les points de passage stratégiques, notamment les ponts, permettant aux unités en repli de franchir des rivières gonflées par la fonte des neiges. Les équipages se plaçaient derrière les remblais, prêts à engager les premiers blindés adverses qui tentaient de réduire la ligne défensive. Ces actions, souvent menées sous un feu intense, ralentissaient suffisamment l'adversaire pour permettre le passage de l'infanterie et de l'artillerie, montrant une fois de plus que le chasseur de chars restait une machine essentielle dans des conditions où la moindre minute gagnée pouvait influencer le sort de centaines de soldats. Lorsque les derniers combats atteignirent les abords des frontières allemandes, certains Jagdpanzer IV, trop endommagés pour être engagés directement, furent utilisés comme fortins improvisés. Enfouis partiellement dans le sol ou camouflés sous des matériaux de fortune, ils servaient de postes de tir fixes destinés à ralentir les premières unités ennemies pénétrant dans les villages et les zones industrielles. Bien que ces tactiques ne puissent rivaliser avec la puissance des offensives adverses, elles démontraient la polyvalence inattendue du châssis lorsqu'il devait être réemployé dans des circonstances désespérées. Dans les dernières semaines de la guerre, alors que les combats perdaient toute cohérence stratégique, plusieurs Jagdpanzer IV furent capturés intacts ou presque. Certains furent inspectés sur place par les ingénieurs adverses, intrigués par la combinaison de blindages inclinés, de silhouettes réduites et de canons performants. D'autres furent abandonnés faute de carburant, leurs équipages préférant saboter leur système avant de se retirer pour rejoindre les lignes encore tenables. Le destin de ces véhicules varia en fonction des zones où ils furent découverts, mais une partie d'entre eux fut récupérée par l'armée roumaine, qui les rebaptisa TAS T4 et les utilisa encore plusieurs années dans un rôle de défense régionale. Lorsque les derniers exemplaires furent finalement jugés obsolètes au tournant des années 50, beaucoup furent enterrés, abandonnés ou envoyés dans des dépôts militaires où ils demeurèrent oubliés pendant des décennies.
Ce n'est que bien plus tard que certains furent exhumés dans des forêts, des champs ou même à proximité des anciennes routes militaires, révélant des carcasses partiellement intactes malgré les années. Plusieurs furent restaurés avec soin et intégrés à des collections où ils attirent aujourd'hui les amateurs de blindés, fascinés par ce chasseur de chars né de l'urgence, perfectionné par la nécessité et engagé dans des batailles où chaque coup de canon pouvait modifier le cours local d'un affrontement. Après avoir traversé certains des épisodes les plus intenses de la guerre mécanisée, le Jagdpanzer IV a laissé une empreinte durable dans l'histoire militaire. Son efficacité, sa silhouette unique et sa capacité à infliger des pertes considérables malgré des conditions adverses en firent l'un des chasseurs de chars les plus marquants de son époque. Et c'est ici que notre récit prend fin. Si cette histoire t'a captivé, laisse un like, abonne-toi à la chaîne et écris un commentaire pour soutenir les prochaines vidéos.